Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule sur le chapitre 7. Chapitre 7.6 ici qui va se concentrer sur la notion de compétition entre les réactions de substitution et d'élimination. Bon, pour cette section-ci, je vais y aller vraiment en étapes. Je vais commencer par vous présenter le phénomène général. Ensuite de ça, je vais naturellement tenter de vous expliquer pourquoi le phénomène existe en tant que tel. Et aussi, vers la fin de la capsule, je vais y aller de lignes directrices pour vous aider à vous démêler là-dedans. Et vous allez voir, c'est pas si pire que ça une fois qu'on fait le ménage dans les notions. Et aussi, naturellement, je vais donner quelques exemples d'applications, puisque c'est quelque chose que vous allez devoir appliquer d'ici la fin de la session pour les réactions que vous allez faire. Bon, quand on parle de compétition ici, jusqu'à date, on a vu, entre autres dans le chapitre 5, on a vu la réaction d'élimination. Si vous vous souvenez bien, là, la réaction d'élimination, si on fait un petit rappel là, comme ça ici, les éliminations, c'est ce qui nous amène vers les alcènes. La plupart du temps, là, on peut soit éliminer un halogénure ou on peut éliminer un alcool, et ça nous amène vers la formation d'un alcène. Donc, ça fait quelques semaines que c'est vu et ça a été rappelé dans la section 7.5, tout juste précédemment, en disant que en mettant un halogénure en présence d'une base forte, bien, ça nous donne la fabrication d'un alcène. À la section 7.4, on a présenté de façon assez exhaustive là, la réaction de substitution, en parlant entre autres de SN1 et SN2, et lorsque j'ai parlé de substitution, je vous ai aussi montré ce tableau, donc que vous voyez présentement, et dans lequel j'ai essayé de faire avec vous la différence entre ce qu'on appelait des nucléophiles forts, ici qui sont chargés négativement, et les nucléophiles faibles, qui sont neutres électriquement parlant. Donc cette notion de fort et faible, on va la réutiliser beaucoup dans la section que je vais faire ici, mais je vais commencer par mentionner le fait que, en fait, pourquoi il y a une compétition entre les deux, c'est que autant la substitution et l'élimination peuvent avoir comme produit de départ un halogénure. Et vous avez ici un premier cas où est-ce que il y a bien une différence entre la chimie sur papier et la chimie dans le laboratoire. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au labo, quand on essaie de faire une substitution, bien des fois, on se rend compte que ça ne fonctionne pas nécessairement comme on veut. Donc, comme je vous dis, surtout quand on fait de la chimie en tant que débutant, bien on a des idées en tête, on les met sur papier, ou en fait on répond à des exercices aussi, là, et on fait les réactions sur papier, puis on se dit c'est ça que je veux faire. Puis ce qui arrive, c'est que quand on l'essaie pour vrai, on se rend compte que c'est pas ça qui arrive. Donc je vais ici là essayer de vous expliquer aussi pourquoi il y a une compétition, mais on a ici ce qu'on appelle deux réactions qui peuvent arriver simultanément et qui sont en compétition l'une avec l'autre. Et ce que ça fait, c'est qu'à la fin d'une réaction, c'est très très possible que les deux soient arrivés en même temps, ce qui nous donne deux produits différents. Un produit de substitution et un produit d'élimination. Donc, si je veux illustrer le principe de façon générale, bien, je peux prendre ici un halogénure, je vais prendre un halogénure tertiaire. Tiens, on va faire ça là. On va faire CH3 ici, CH3 ici. Puis si je prends un BR à cet endroit-là, bien, on a vu que les halogénures tertiaires pouvaient faire de la SN1. Hein, on était capable de faire décoller le BR, on pouvait faire une réaction de substitution avec ceci. Donc mon halogénure tertiaire ici, si je le mets en présence de H2O, H2O qui est un nucléophile faible, bien, normalement, selon ce qu'on a vu dans la section 7.4, bien, cette réaction-là devrait faire de la substitution et donner un alcool. Et c'est vrai, ça va se faire. On va voir apparaître le produit suivant. Là, ici, CH3. Et ça nous mettait un OH sur cet endroit-ci, ça donnait un alcool. Cependant, quand on analyse le mélange final de cette réaction-là dans la vraie vie, entre guillemets, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on obtient une trace du composé suivant.
donc CH3, CH3, et on remarque la présence d'un alcène à cet endroit-ci. Et ce que ça veut dire, c'est que justement, ici, on a subi ce qu'on appelle la compétition. On peut observer, en fait, la compétition entre substitution et élimination. Ici, ce qu'on a, c'est le produit de substitution. Donc, le produit de substitution, c'est que le BR a été remplacé par le OH, tel que mentionné dans le tableau qui est ici. Quand on a H2O, ça nous donne un alcool. Donc, ça ici, c'est un produit de substitution qui est formé de cette façon-là. Sauf que, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que l'élimination est aussi présente. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le produit d'élimination. Et l'élimination, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est un alcène. Bien, malheureusement, même si dans notre tête, on voulait faire la réaction de substitution, puis on écrit ça sur papier, on se dit, je vais aller au laboratoire, je vais la faire. Bien, malheureusement, la chimie va suivre ses propres règles et malheureusement ne suivra pas notre volonté uniquement. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'on n'a absolument aucun contrôle. Les deux réactions vont arriver en même temps et il va y avoir, en fait, ces deux produits-là qui sont pas nécessairement à 50% chacun présents. Et c'est justement là-dessus qu'il va falloir jouer parce que, entre autres, dans cette réaction-ci, on va le voir dans quelques instants, bien, le produit majoritaire, ce serait celui de substitution, alors que le produit minoritaire serait celui de l'élimination. Je vais vous donner les règles de ceci, là, comme je vous disais, dans quelques instants. Bien, malheureusement, on va arriver à la fin de notre réaction et on va avoir les deux molécules différentes dans le même contenant. On vient de terminer la réaction, puis tout ceci va être présent dans le même contenant. Là. Donc, on peut pas faire autrement que d'avoir ces deux produits-là à l'intérieur. Et à ce moment-là, bien, on vient de voir la compétition entre la substitution et l'élimination. Donc, il y a des tableaux dans votre volume qui vont faire des résumés. Il y a la théorie qui résume ceci aussi. Puis moi, ben, je vais vous faire un résumé maison pour vous montrer quelles conditions peuvent nous faire une substitution très majoritaire et quelles conditions peuvent nous donner de l'élimination de façon très majoritaire si on le souhaite. Okay? Donc, le problème qu'on a, c'est que ce qui est sur la flèche ici est capable de jouer deux rôles. C'est capable de jouer soit le rôle d'un nucléophile, donc un nucléophile, ça attaque un carbone. Donc, ça donne ici de la substitution. Donc, un nucléophile fait de la substitution nucléophile. S'il agit comme base, là ici, faites attention, là, je dis pas que c'est un autre composé. H2O ici est capable de faire les deux, est capable d'agir comme un nucléophile pour faire de la substitution, et peut aussi agir comme une base pour faire de l'élimination. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être soit nucléophile ou base? Ça prend des électrons disponibles, qui sont pour l'eau sur l'oxygène à cet endroit-là. Et ça veut dire que l'eau est capable de jouer deux rôles. Soit d'attaquer un carbone et de jouer le rôle d'un nucléophile, former ici la substitution, ou jouer le rôle d'une base et attaquer un H+, et faire de l'élimination. Donc ça, c'est très important pour comprendre pourquoi la compétition entre la substitution et l'élimination peut exister. C'est parce que les composés qui sont sur la flèche ici sont capables de jouer deux rôles, et ce, tout le temps. Okay? Une espèce riche en électrons est capable d'attaquer un carbone, nucléophile, et est aussi capable d'attaquer un H pour faire de l'élimination, donc jouer le rôle d'une base. Ce qui veut dire que, dans le tableau que vous avez ici, c'est écrit nucléophile en haut, parce qu'on parlait de la substitution nucléophile dans la section 7.4. Mais lorsque je suis en classe, puis je vais faire pareil ici avec vous, je barre le mot nucléophile ici, je le fais un peu disparaître, là, je vais essayer même de le faire disparaître au complet, parce que justement, on n'en parle pas, là. Et au lieu de parler de nucléophile, je vais parler ici d'espèces chimiques, de façon plus générale. Puis même en classe, je vais dire, voici les forts et voici les faibles. Et qu'il soit nucléophile ou base, ça sera les circonstances de la réaction qui nous donnera
la définition finale. Mais pour l'instant, il faut garder ces deux colonnes-là comme les chargés négativement sont les forts et les neutres sont les faibles. Et comme je vous dis, on oublie les mots nucléophiles ou bases pour l'instant, on les redéfinira par après. Donc, je garde le tableau sous cette forme-là, pas trop loin, puis on va pouvoir continuer à travailler ici. Vous allez voir dans les notes, là, je donne plusieurs commentaires ici. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir soit de la substitution ou de l'élimination? C'est majoritairement, il y a plusieurs choses qu'on peut contrôler. Entre autres, le type d'halogénure. Est-ce que c'est un primaire, secondaire ou tertiaire au départ? La force de l'espèce chimique, hein, je l'ai écrit ici, nucléophile, base, là, mais on pourrait dire espèce chimique aussi. Là. Donc la force, est-ce que c'est un fort ou un faible? Et accessoirement, la polarité du solvant, j'en parlerai pas beaucoup ici puisqu'on fait pas vraiment de laboratoire, mais sur papier, ce qu'on peut écrire, par exemple, c'est des températures. Fait qu'on, ce qu'on verra, c'est que, par exemple, les températures élevées vont nous amener vers de l'élimination habituellement. Okay? Donc, ensuite de ça, ce que ça dit ici rapidement, je l'ai déjà mentionné, là, c'est que tout ceci, quand on les contrôle, ça peut influencer la proportion entre les produits de substitution et d'élimination qu'on va obtenir dans notre réaction. Bon, vous voyez ici, encore une fois, là, je fais un très très court résumé de ce qui est écrit dans votre volume. Bien, ce qu'on dit, c'est que la substitution et l'élimination d'ordre 1 sont en compétition l'une avec l'autre, l'ordre 2 est en compétition l'un avec l'autre. Je dirais que pour l'instant, on s'attardera pas tout à fait à ce que ce soit un ordre 1 ou un ordre 2. C'est pas trop grave, là, dans le sens qu'on veut surtout se demander est-ce que c'est une SN ou est-ce que c'est une E. On va commencer par déterminer ça, puis on pourra parler d'ordre après, là, mais pour l'instant, je vais vous donner, comme je vous disais tout à l'heure, là, mes lignes directrices comme maison, personnelle, et avec le temps, je vous dirais, c'est une façon de faire qui a l'air d'avoir bien fonctionné avec les étudiants. Ça permet de faire un résumé assez court de cette matière-là. Donc, comme je vous disais, c'est une question de conditions, et ce qu'on va faire comme résumé, c'est que on va y aller par type d'halogénure. Donc, un halogénure, je vais commencer par les halogénures primaires. Okay? Donc, les halogénures primaires, là, ce sont les halogénures où est-ce que il y a une chaîne, puis là, bien, on a un porteur d'un halogène, par exemple, comme un chlore, et un porteur qui n'a qu'un seul voisin carboné. Donc, un halogénure primaire, c'est ce que ça veut dire. Les halogénures primaires ont une façon bien à eux de réagir. Fait que je vais écrire les lignes directrices suivantes. Un halogénure primaire plus une espèce forte. Donc, ce que je vous disais là, plus un fort. Je reviens à mon tableau. Peut-être pas la dernière fois, là, mais au moins pour vous dire qu'est-ce que c'est. Là. Les forts, c'est les chargés négatifs. Okay? Donc, si je mets un halogénure en présence d'un fort, ce que ça va donner, c'est un produit de substitution. Donc, je vais donner des exemples tantôt, mais je vais écrire les lignes directrices au complet en premier là, pour qu'on puisse se démêler tout à l'heure. Si je mets un halogénure primaire plus un fort, mais à cette fois-ci, je vais rajouter le chauffage. Je vais même l'écrire autrement. Là. Donc, on va dire plus un fort concentré. Ici. Et plus du chauffage. Donc, on va écrire ça comme il faut ici. Là. Donc, un fort plus une concentration élevée plus du chauffage, on va donner de l'élimination. Donc, ce qu'on va avoir comme réflexe de pensée, c'est que plus on chauffe, plus la réaction d'élimination a des chances de se faire, parce que c'est une réaction qui est plus difficile, mais quand on donne de l'énergie, elle devient possible et même majoritaire à ce moment. Donc, les halogénures primaires, c'est comme ça qu'ils vont réagir. Si on met un primaire avec un fort, ça donne de la substitution. Si on met un primaire avec un fort concentré avec chauffage, ça donne de l'élimination. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que ça fait si je mets un primaire avec un faible. Bien, qu'est-ce que ça fait?
rien. Ça fait aucune réaction. Donc, les nucléophiles ou les bases faibles ne sont pas assez agressives pour faire réagir un halogénure primaire. Rappelez-vous que les halogénures primaires peuvent difficilement faire, par exemple, une carbocation. Donc, ça ne sera pas facile pour les halogénures primaires de réagir. Donc, on va garder ces lignes directrices-là en tête pour les exemples qui vont s'en venir. Mais avant d'aller faire les exemples, je vais faire la deuxième partie. Donc, pour les halogénures, ça va être un petit peu moins long, vous allez voir, secondaire et tertiaire. Donc, les halogénures secondaires et tertiaires, c'est ceux dont le carbone porteur a 2 ou 3 voisins carbonés. Bien, à ce moment-là, ici, je vais l'écrire de la même façon, secondaire, tertiaire, plus un fort tout court, ça ici, ça donne de l'élimination. Alors que un secondaire ou un tertiaire, plus un faible, ça donne de la substitution nucléophile. Comme vous pouvez voir ici, les halogénures secondaires et tertiaires réagissent plus facilement. On n'a pas besoin de faire de chauffage, par exemple, pour faire l'élimination. Ils sont donc plus vulnérables, les secondaires et tertiaires, là, pour faire de l'élimination. Ce que je peux rajouter comme commentaire ici, c'est plus on chauffe, plus la proportion de élimination augmente. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de garder ce réflexe-là. Plus il y a du chauffage, plus l'élimination risque de fonctionner. Donc, si on veut avoir presque exclusivement un alcène à la fin, on peut mettre un secondaire, un tertiaire avec un fort, puis chauffer, puis on va obtenir de l'élimination de façon très, très majoritaire. Ce que vous avez ici, dans mes lignes directrices, c'est, je donne le produit majoritaire à la fin de la réaction. Donc, si je prends un primaire plus un fort, ça donne majoritairement de la substitution, mais il y a toujours un petit peu d'élimination qui va arriver. Là, ici, il va y avoir majoritairement de l'élimination, mais il y a probablement un petit peu de substitution qui peut arriver aussi, et là, le même principe est appliqué ici. Bon, là, comme je vous disais, on va garder ces lignes directrices-là, puis on va faire quelques exemples pour vous montrer l'application de ceci, et on décidera à ce moment-là est-ce que c'est des bases ou des nucléophiles. Okay? C'est ce que je vais faire aussi en même temps. Donc, si je fais quelques exemples ici, je vais utiliser ça, exemple à cet endroit-là, bien, on pourrait avoir, si je fais cette réaction-là. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, puis c'est ce que je fais d'habitude dans la classe, là, c'est, mettons, je mets un ciel ici, j'écris la réaction comme ça, et j'écris NaNH2. Bien, ce que j'encourage à faire, puis là, je vais mettre chauffage ici, puis je vais mettre concentré. Bien, ce que je demande dans la classe, tout le temps, puis là, ben, malheureusement, vous n'êtes pas avec moi pour répondre aux questions, là, mais je demande à la classe, on va verbaliser, et on va identifier c'est quoi notre situation initiale. Donc ici, j'ai un halogénure, là je demande à la classe, est-ce que c'est un primaire, un secondaire ou un tertiaire? Donc, cet halogénure-là, c'est un halogénure primaire. Okay? Donc, ça veut dire que dans les lignes directrices en haut, on arrive dans ces conditions-là. Bon, c'est un halogénure primaire. Et ensuite, ici, je demande c'est quoi la condition qui est ici. Puis, naturellement, je garde le tableau suivant, soit au tableau ou projeté d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le NH2- qui est ici, ça c'est du NaNH2. Hein, on enlève le Na+, ça donne NH2-. Donc, NH2-, c'est un fort. Bon, on va écrire ceci. On a donc identifié ici un fort. Puis, on l'a dit qu'il est chauffé et concentré. Donc, on a le résumé des conditions ici. Puis, quand on voit un primaire avec un fort concentré, chauffé, le résultat est majoritairement de l'élimination. À ce moment-là, je peux dire que le NH2-, c'est une base, parce qu'il va faire une attaque sur
H+. Il enlève un H. Donc, c'est la définition de la réaction ici, la conclusion qu'on a eue ici, l'élimination, qui va définir si c'est une base ou un nucléophile qu'on a ici. Mais comme je vous dis, l'important, c'est de savoir si c'est un fort ou un faible. Ensuite de ça, on sait que ça fait de l'élimination. Et naturellement, il faut être à l'aise après ça pour écrire c'est quoi le produit d'élimination, c'est-à-dire le produit qui donne un alcène. Donc, ça ici, c'est le composé majoritaire de notre réaction. Et on écrira, pour ceci, là, uniquement là, les produits majoritaires. D'accord? Donc, vous allez avoir l'analyse qui est souvent faite comme ceci. Naturellement, je vais en faire d'autres. Okay? Donc, si on prend, tiens, le composé suivant, comme ça, et là, ce n'est pas un, je vais mettre un BR, là. Ce n'est pas un benzène, d'accord? C'est un cyclohexane, donc on va ça comme ça. Et si je mets un cyclohexane comme ça ici, et que je le mets en présence de CH3OH, ben, c'est là qu'il faut que j'analyse, encore une fois. Donc, je regarde mon halogénure, et ici, ce que je me rends compte, c'est que mon halogénure, c'est un secondaire. Ensuite de ça, je vais retourner dans mon tableau, ici, et CH3OH, en fait, il est à cet endroit-là. Hein? C'est un faible, c'est un alcool, et ROH, là, c'est comme CH3OH. Donc, je viens de me rendre compte, je viens de déterminer que, ici, c'est un secondaire plus un faible. Si je regarde mes lignes directrices, secondaire plus un faible donne de la substitution. Ça donne de la substitution nucléophile. Une fois que je sais que c'est une substitution, bien je peux dire que mon CH3OH est un nucléophile et qu'il va attaquer un C. Et ça va donner, en fait, la réaction de substitution, qui est la suivante. Je vais peut-être juste le dessiner dans l'autre sens, à cause de la phrase que j'ai écrite en haut, là. Mais c'est l'oxygène qui attaque. C'est pas pour rien que j'ai pointé l'oxygène ici, là, parce que c'est le porteur des électrons. Et ce que ça disait dans le tableau ici, c'est que ça donne des éthers. C'est un alcool qui attaque, là. Ça donne des éthers. Bien, l'éther est le suivant. C'est l'oxygène qui a attaqué et il a traîné son CH3 avec lui-même. C'est donc le produit majoritaire, c'est le produit de substitution. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir si c'est substitution ou élimination. On n'a pas besoin de savoir si c'est SN1 ou SN2 ou E1 ou E2. Si on a absolument besoin de le savoir, parce que la question demande de faire le mécanisme, il y a le tableau de la page 265 qui peut vous aider pour ceci. On voit ici que quand on a un primaire, on est en ordre 2 tout le temps. Quand on a un tertiaire, on est en ordre 1 tout le temps. Et malheureusement, les secondaires sont toujours mélangés en ordre 2 ou en ordre 1 là, simultanément. Je vous dirais que les secondaires ont plus tendance à faire de l'ordre 1 que de l'ordre 2. Donc, secondaire, tertiaire, je les ai mis dans le même bague tantôt. C'est pas mal la même chose ici. Là. Ce serait l'ordre 1 qui serait retenu. Là. Mais ça ici, c'est une question qui est moins importante que savoir si c'est un fort ou un faible. Parce que, sauf si on nous demande le mécanisme, on n'a pas besoin de savoir si c'est d'ordre 1 ou d'ordre 2. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai un exemple là, j'ai un exemple ici. Je peux en donner d'autres, là, je vais en faire peut-être une autre avec vous au moins. Bien, on va se poser la question, par exemple, si j'ai CH3, CCl, CH3, CH3 comme ça, et je le mets en présence de NaOH, bien, on va se poser la question, encore une fois, c'est quoi notre situation initiale? J'ai un halogénure tertiaire ici, et le NaOH, c'est un fort. Donc, c'est OH-. Okay, enlever le Na, c'est un spectateur, là, et ça donne du OH-. Donc, une fois que je sais que c'est un fort, ici, bien, ce qu'on a vu, c'est que un tertiaire plus un fort, ça donne de l'élimination. Regardez en haut, là. Tertiaire plus un fort donne de l'élimination.
Si ça fait de l'élimination, ça veut dire que le OH- qui est ici joue le rôle d'une base. Parce que de l'élimination, on attaque un H. Donc, OH+, là, que j'ai dit tout à l'heure. Et quand on attaque un H, notre définition, c'est une base. Et on fait de l'élimination. Et ça va donner, majoritairement, le composé suivant. J'ai fait l'élimination d'un côté. Les trois côtés étaient équivalents ici. Et ça donne un alcène. Donc, ici, ce qui est important pour vous, c'est vraiment identifier la situation initiale, utiliser ces lignes directrices-là. Okay? Et ensuite de ça, décider c'est élimination-substitution. Puis, vous allez utiliser ce tableau-là pour savoir c'est quoi les produits de substitution. Et vous allez vous rappeler de votre chapitre 5 pour faire la bonne élimination, selon la règle de Sedef, entre autres, là, pour les composés qui sont en élimination comme ceci. Donc, je pourrais toujours en faire un dernier ici. Tiens, il y en a un qui me passe par la tête. Là. Si je fais ça comme ça ici, CH3, CH2, CH2, Cl, puis je mets ça en présence de H2O, bien, ce qu'on va se rendre compte ici, c'est que j'ai un halogénure primaire avec un faible. Puis, ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que si on met un primaire avec un faible, ça donne rien. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez faire un X ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire pas de réaction. Donc, pas de réaction, ce serait une autre façon de l'écrire. C'est bizarre à dire, mais quelqu'un pourrait me réécrire la même chose qu'ici, dire que ça donne la même chose à droite. Donc, ce serait une autre façon d'écrire qu'il n'y a pas de réaction. Mais encore une fois, vous voyez, tout ça réside la compétition entre analyser qu'est-ce qui vient avant, quel type d'halogénure j'ai ici, et quel type d'espèce j'ai sur la flèche, est-ce que c'est un fort ou un faible, et aller chercher la conclusion. Donc, pour terminer la capsule, je vous dirais que à partir de ce moment-ci, quand vous allez faire les exercices de 7.6 et plus, bien, on va vous demander de considérer ceci tout le temps. Donc, gardez-les pas loin, les règles, vous pouvez peut-être vous les copier sur une feuille de papier ou imprimer cette page-là, mais vous allez pouvoir les utiliser. Mais c'est important là, de les garder pas trop loin parce que on va tenir compte de la compétition substitution-élimination tout le temps. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment des questions de conditions expérimentales, quel genre de pairage on fait, quelle température on utilise, et ça va favoriser un type de réaction ou un autre. Une fois qu'on sait ça, là, il reste quand même du travail à faire. Il faut être capable de dessiner correctement le bon produit à la fin. Là. Donc ici, là, soit surtout la substitution et l'élimination. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez vous aider de ce tableau-ci pour les substitutions. Puis pour les éliminations, il faut revenir dans votre chapitre 5. Donc, pour cette capsule, c'est amplement suffisant. Le tableau de la plage 265, c'est celui que je vous ai montré plusieurs fois, là, qui va vous aider aussi. Là. En fait, c'est celui-là. C'est pas vrai, j'ai montré juste une fois. Lui, il va vous aider aussi. Il dit pas mal la même chose que j'ai écrit en haut, mais de façon peut-être plus télégraphique. Donc, gardez mes lignes directrices, ça devrait vous aider. Donc, voici la compétition, substitution et élimination.